Bonjour, aujourd'hui dans les Virtuoses de l'hypnose, nous allons quitter les rivages sûrs de l'hypnothérapie pour aborder un autre continent, celui de la médiumnité. Effectivement, au cours des siècles, des sujets hypnotisés se sont distingués pour leur don de clairvoyance et la justesse de leurs prédictions. Y aurait-il donc un lien entre transe médiumnique et transe hypnotique, et peut-on passer de l'une à l'autre? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les Virtuoses de l'hypnose. Devenir médium avec l'hypnose, voilà une proposition intéressante. Et aujourd'hui, pour devenir médium avec l'hypnose, j'ai l'honneur de recevoir Isabelle Edeline et Frédéric Barbet, qui ont tous les deux un parcours extrêmement différent, qui ne se connaissaient pas avant cette émission, et que j'ai réunis aujourd'hui pour un peu avancer sur ce sujet. Parce qu'effectivement, au cours des siècles, moi je pense à Edgar Cayce, au début du siècle dernier, qui, mis en état d'hypnose, avait des phénomènes complètement incroyables, des localisations de conscience, il posait des diagnostics sur des personnes et il arrivait à savoir de quoi il souffrait et quelle maladie, quel remède il devait avoir. Donc comme si l'hypnose et la médiumnité, depuis la nuit des temps, s'entremêlaient. Oui. Oui, tout à fait, bien sûr, dans l'expérience qu'on en fait lorsqu'on entre dans un certain état de transe suffisamment profond, on se relie à une intelligence sage qui est enseignante et qui peut nous transmettre des informations très vérifiables, telles que effectivement des diagnostics, tels que des événements à venir ou des événements passés avec une très grande précision. Donc oui. Donc Isabelle, au départ, tu es psychanalyste, tu es très tournée vers les autres, au service des autres. Et au fur et à mesure, tu as découvert l'hypnose spirituelle, tu as fait de nombreuses régressions dans les vies antérieures, et c'est au cours de ces régressions que tu t'es connectée à cette intelligence justement plus grande. Tout à fait, tout à fait. Mon parcours en quelques mots, c'est ça. Je viens d'une famille de médecins, donc leurs deux personnalités étaient très tournées vers les autres. Donc il était assez naturel dans notre famille de se mettre au service, quelle que soit la façon dont on pouvait se mettre au service, que ce soit bénévolement dans différentes associations ou par notre profession. Et je me suis tournée vers la psychanalyse parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et qui était comme une évidence pour moi, vraiment. Donc en faisant ma propre analyse, en étant suivie par un psychanalyste, il est venu dans le travail par lui que ce serait bien que je me forme. Donc ce que j'ai fait avec beaucoup de joie et j'ai pratiqué de manière vraiment classique pendant très longtemps. Et est venu en moi un appel vers l'hypnose. Peut-être on approfondit après Oui, alors justement, je voulais aussi présenter bien sûr Frédéric, un petit peu sur ce même modèle. Toi Frédéric, au contraire, tu travaillais, tu avais un métier, j'allais dire classique, tu travaillais dans la banque jusqu'au jour où, suite à une promotion, tu as dit stop, ou ton corps a dit stop. C'est ça. Voilà, et là, s'en est suivi un travail de développement personnel, un parcours spirituel, étape par étape. Et puis après, fort de ce parcours, où la médiumnité aussi s'est peut-être réveillée, où elle s'est réveillée, où s'est remise en place. C'est ça, elle s'est remise en place. En fait, j'ai plutôt passé un temps fou à chercher à m'incarner dans cette dimension qui était pour moi un peu inconnue, un peu obscure. Et il a fallu passer par ces étapes, effectivement, de dépression, de burn-out, d'un stop généralisé. Mais comme je n'ai pas été malin la première fois, eh bien, ça s'est reproduit une seconde fois. Pourtant, donc tu veux dire qu'il y avait un appel en fait du monde invisible pour te dire c'est pas là ta direction? De se remettre au bon endroit en fait. Si tu veux, les premières années, j'allais dire de ma vie, de mon existence, jusqu'à 20 à 25 ans, j'étais extrêmement branché, mais je me suis fait aussi extrêmement mal. Donc c'est vrai que ces étapes ont mis aussi un stop à tout un tas de capacités
qui se sont remanifestées par la suite avec bien tout simplement plus de travail. Donc on a effectivement l'impression quand on lit petite déclaration d'amour à l'invisible, eh bien que ça peut être dangereux en fait la médiumnité. On peut peut-être tout faire mais pas n'importe comment. On va en parler d'ailleurs puisque souvent la médiumnité fait peur. Mais avant, moi j'aimerais bien définir qu'est-ce que c'est que la médiumnité, parce on parle de trans médiumnique, de trans hypnotique, mais de quoi parle-t-on en fait? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? Oui. On va sûrement se compléter de toute façon, c'est très probable. Alors ça veut dire quoi pour toi être d'autant qu'à mon médium, sens, ouvert, ou je ne sais pas comment on peut dire? On va sûrement pas faire de consensus de toute façon sur cette thématique-là. Peut-être au moins poser un présupposé pour qu'on se comprenne pendant cette heure. Entre ceux qui vont, comme moi d'ailleurs, estimer qu'on met dans cette médiumnité toutes les capacités extrasensorielles, la clairvoyance, la clairaudience. Moi, je suis très kinesthésique, donc du clair ressenti, qui me permet de savoir si je suis en présence d'un défunt, par exemple. Et puis, d'autres médiums, je pense à des gens qui estiment que la médiumnité, Michel Mayer, le nom avait du mal à revenir, qui lui nomme le fait que la transe médiumnique est ce moment si particulier où il s'échappe de lui. En fait, il explique même que pendant ces 30 secondes, 1 minute où ça lui arrive, il ne se rappelle de rien. Et c'est ce temps où eh bien, un esprit, on va l'appeler comme ça, va venir en lui, parler à sa place, etc., pour transmettre des messages. Donc ça, c'est ce qu'on appelle médium par incorporation, c'est-à-dire qu'on est incorporé par une autre entité. C'est ça, c'est pas forcément ce que j'ai envie de vivre, ça ne doit pas forcément être très confortable. Donc toi, médium, c'est communication avec les défunts, c'est quoi pour toi, pour ta pratique personnelle? Pour ma pratique, je mets vraiment à l'intérieur ce que j'ai nommé, c'est vraiment toutes ces personnes, et j'ai envie de dire qu'on est tous avec ça, on est tous arrivés au monde avec ces capacités-là. Donc tout ce qui est du domaine justement de la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance, pour moi, fait partie de cet espace de médiumnité, puisque on est bien à ce moment-là un intermédiaire entre notre réalité incarnée dans ce monde physique et puis une perception de quelque chose de plus subtil, d'indicible, mais mine de rien qu'on arrive à capter d'une autre façon. Donc en fait, on est nous-mêmes, mais tout en étant plus. On peut parler d'état expansé, absolument, si je suis capable de percevoir mes sens de manière un peu plus exacerbée, ne serait-ce que grâce à la transe hypnotique, on peut tout à fait, et avec facilité, imaginer qu'on peut aller chercher encore plus Donc encore plus loin, encore plus d'informations en fait. C'est ça, ce n'est qu'une capacité à aller chercher à canaliser de l'information, qu'elle vienne de manière visuelle, auditive, par une sensation, une perception, j'ai envie de dire peu importe le canal. C'est une forme de communication en fait. C'est pleinement une capacité à être un transistor. Alors pour toi, Isabelle, comment tu définis en fait? Alors, je serais quand même tentée d'aller vers une variation à cet endroit-là. C'est-à-dire, il y a une sensibilité qu'on a tous. On a tous une sensibilité qui peut être plus ou moins grande. Et l'aptitude médiumnique va être comme une habileté particulière de certaines personnalités, de certaines âmes dans leur cheminement qui va quelque part être en axe avec ce qu'ils ont à apporter au monde. Quand on travaille au collège Arthur Finlay, on apprend cela ainsi, c'est-à-dire que chaque personne a ses habiletés de départ, telles qu'on peut tous chanter, hein, mais on n'est pas tous un bon chanteur pour autant. Ça s'apprend, on peut développer des habiletés naturelles, mais est-ce qu'on pourra aller vers certaines aptitudes vraiment, des habiletés vraiment développées? Voilà, on n'en est pas tous capables. Alors pourtant, voilà. c'est tous les deux vous proposez ça, c'est des formations en fait pour se connecter. Donc Frédéric, toi tu as écrit un livre qui s'appelle « Devenez médium ». Et d'ailleurs, tu n'aimes pas ce titre, tu me disais, parce que tu considérais justement, comme tu disais, qu'on était déjà tous en fait au départ, on a tous en tant qu'être humain forcément... Au moins des capacités. Au moins des capacités. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'Isabelle nomme. Moi, je préfère parler de capacité médiumnique que d'être médium, au fond, finalement, puisque le distinguo est intéressant. Et devenez médium, qui est plus un choix d'éditeur qu'un choix personnel. En effet, puisque il est un peu provocateur, ce titre, mais en attendant, la réalité du contenu de ce livre, c'est plutôt de se rebrancher à ce qu'on a su faire un jour. En tout cas, c'est vraiment ce que je défends. Je suis assez convaincu
qu'au moins jusqu'à 7 ans, puisqu'on est en transe hypnotique jusqu'à 7 ans, en tout cas accessible avec ces fameuses ondes θ dont la neuroscience parle bien mieux que moi, eh bien on a cette capacité à se reconnecter à ça. Oui, on va étudier un petit peu justement les différentes étapes qui sont proposées dans ce livre. Et il y a aussi bien sûr des formations, des masterclass que tu donnes. Quant à toi, Isabelle, tu fais des formations dans un autre cadre, non, ce n'est pas des masterclass, donc tu reçois les gens. C'est ça, on fait comme on fait au collège Arthur Finlay. Alors le collège Arthur Finlay, c'est un peu le collège d'Harry Potter, oui, pour les sorciers, les médiums, tous les gens qui sont branchés sur le paranormal. C'est ça, oui. C'est vraiment un espace dans lequel on peut travailler avec sincérité, sans faux semblant, avec vraiment tout notre être pour développer nos habiletés naturelles. Que ce soit une grande sensibilité que l'on va pouvoir développer ou que ce soit des habiletés médiumniques à proprement parler, tout se développe. Il vaut mieux une grande sensibilité très développée qu'une mauvaise capacité médiumnique mal utilisée. Donc c'est comme un immense éventail qui fait partie des mêmes habiletés, plus ou moins, on va dire, travailler selon les personnalités. Et dans le collège, il y a des exercices en fait, très concrets, très concrets, tels que par exemple, donc ça c'est ce qu'on fait aussi à La Rochelle. Je fais venir Bill Thompson, qui est un tuteur au collège et qui vient depuis des années maintenant, et on fait ça sur 4 jours. Et donc très concrètement, ce que nous on va appeler s'installer dans la force, c'est-à-dire qu'on entre dans un état de transe. Donc d'auto-hypnose en fait, de transe, et on apprend à discerner ce qui est du bruit mental, ce qui est de l'information qui nous est transmise. Et plus on entre dans le silence, plus l'information devient claire. Et donc, pour exemple, ce que l'on peut faire quand on a l'habitude de travailler avec le monde de l'esprit, c'est par exemple avoir les yeux fermés, ne pas savoir qui va se placer devant nous, laisser transmettre l'information des guides par exemple, ou d'un défunt, pour la personne qui est assise à côté de nous. Et si on laisse au monde de l'esprit par exemple 20 minutes, ils vont travailler 10 minutes avec l'un, 10 minutes avec l'autre, sans que le médium ne soit conscient de qui est devant lui, avec une véracité de propos qui est vérifiable évidemment, vu qu'à chaque fin d'exercice, on vérifie si c'était juste. Donc on ferme les yeux, et il y a des personnes qui se passent, donc on s'installe dans la transe. On s'installe dans cette transe, et du coup on va pouvoir parler, percevoir. Laisser l'information nous traverser. Donc d'esprit à esprit, c'est-à-dire le monde de l'esprit permet à l'esprit en nous de se manifester ainsi. Notre conscience essaye dans ce moment-là de s'éloigner le plus possible de manière à ce que le propos soit le moins influencé possible. Donc là, on est sur du vérifiable. C'est que du concret et du vérifiable. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les personnes qui pensent avoir des habiletés médiumniques et qui n'ont jamais exercé la vérification sont surpris de l'importance de vider vraiment notre être avant de recevoir une information. Donc il faut faire de la place, en fait, tu veux dire, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est l'ego, le mental, la personnalité en fait, qui doit se mettre de côté pour laisser la place à autre chose. C'est ça, pour se laisser emplir du silence qui va être enseignant. Alors, avant d'entrer dans ce silence, avant de parler plus de ce silence, est-ce que par rapport à l'hypnose, on parle de conscient-inconscient, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose? C'est-à-dire qu'en état hypnotique, le conscient est mis à l'écart et contourné en fait pour accéder à l'inconscient? On a ça en hypnose en tout cas. Oui. On a cette définition-là. On a ça en hypnose et puis au fond, je trouve que la magie des neurosciences et le peu qu'on en sait encore aujourd'hui, moi je ne suis pas un scientifique, hein, je vais le dire avec ma compréhension que j'en ai, hein. En tout cas on voit que de nombreuses études montrent de similitudes frappantes entre la transe hypnotique et la transe médiumnique. Des études de Gordon de mémoire en 1949 pour l'hypnose, et puis avec tout ce travail sur les EEG, on voit bien ces modifications des rythmes cérébraux, ça c'est assez connu en tout cas et facile à comprendre. Pour ce qui concerne en tout cas la médiumnité, les études, c'est plus récent, hein, jusqu'en 2013, c'est Delorme je crois qu'on peut retrouver facilement sur ces études qui montrent bien que je me souviens qu'on avait eu cette discussion, certains consultants profitent de la transe pour aller vivre ce type d'expérience. Et Delorme dit ça très bien, hein, quand on est dans cette canalisation avec les défunts, on est dans un état qui est très particulier, que j'assimilerais quand même peut-être plus à du gamma, hein, ces ondes cérébrales très très actives qu'on a dans la pleine conscience, comme dit Isabelle, quand le vide est fait.
et qu'on a l'accès à toute l'information. Mais il y a vraiment des similitudes frappantes. Au fond, on pourrait comparer ça, même si c'est une comparaison qui évidemment est un peu particulière, mais c'est comme se connecter avec un ordinateur et se relier juste à l'ordinateur en lui-même ou aux ressources inconscientes de l'ordinateur et le brancher à Internet. Ça ne va pas donner la même chose. Quelqu'un qui va entrer juste dans son réservoir inconscient aura évidemment des enseignements qui vont être sages ou autres, mais quand on le connecte entre guillemets à Internet, c'est-à-dire quand on se relie à plus grand que soi en soi, vient autre chose. Donc on n'est pas dans le conscient, on n'est pas dans l'inconscient personnel, on va dire. Voilà. On va être donc dans un inconscient collectif ou on encore plus largement connecté plus haut en fait. Le grand tout peut-être. Là, on pourrait le différencier avec la force d'amour qui s'en dégage. C'est-à-dire l'hypnose n'est pas forcément associée à l'amour quand on regarde. On voit des séances d'hypnose, on voit que c'est intéressant, que c'est riche, c'est dense, mais si on regarde la qualité d'amour qui en émane, il n'y en a pas forcément tant. La différence en transe, c'est qu'on sent une densité d'amour. Il y a une présence qui est différente. Les mots, l'énergie en elle-même est différente. Et c'est cette densité d'amour qui est palpable. Et même juste quand j'en parle, ça change la densité en fait de l'air. Et c'est cette densité-là qu'on sent physiquement, que nos sens reconnaissent comme étant quelque chose de différent de d'habitude. Donc c'est la qualité cardiaque, l'expansion cardiaque qui va faire la différence avec l'hypnose classique. Voilà. Il y a une densité d'amour qui est présente. C'est vrai, on n'en parle pas vraiment de l'amour comme si c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Mais c'est ça. La grande différence, c'est que c'est une source d'intelligence d'amour infinie. Donc alors moi, ça me fait revisiter des séances d'hypnose où une fois, effectivement, dans une vie antérieure, j'ai été connectée vraiment à un flot d'amour absolument incroyable. Donc c'était... bon, c'est personnel, mais je le raconte dans un de mes romans, dans mon premier roman, je crois, juste après mon dernier souffle, où je raconte, du coup c'est l'héroïne à qui ça arrive, évidemment, c'est pas à moi, mais en vrai, j'ai évidemment utilisé cette expérience personnelle, où je suis dans une vie antérieure, je suis un petit garçon et qui porte une jarre d'eau sur la tête, et je suis une petite fille qui aussi transporte de l'eau, en fait, et là je sens un flot d'amour me traverser, alors vraiment pour cette petite fille, et donc pendant que je suis en hypnose, je pleure des larmes je sais pas, d'extase ou de soulagement, enfin je sais pas trop, tellement je ressens cet amour. Voilà. Et cet amour, enfin ressenti comme une expérience un peu spirituelle quelque part, dans ma vie ordinaire, c'est beaucoup moins chouette. Alors que là, j'ai été vraiment... donc c'est peut-être ce genre... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ce que tu viens de décrire, tu touches dans ton cœur, ton cœur touche, contacte, et tout ton corps et tout ton être contacte la source de cet amour-là auquel on se relie quand on travaille avec le monde de l'esprit. C'est-à-dire ça emplit notre être. Alors est-ce que c'est ce type d'expérience que tu as rencontré justement en régressant dans des vies antérieures et qui t'ont appelé dans ce sens-là en fait? Et plein d'autres, oui. Plein d'autres, d'accord. Oui, vraiment, ça et plein d'autres. Et du coup, au départ, Bill Thompson, c'était ton professeur? Oui, c'est ça, je l'ai rencontré en Bretagne, lors d'un séminaire, je ne savais pas ce que c'était, mais on m'avait dit que c'était bien, puis j'avais une amie qui allait, qui voulait que je vienne, alors j'y suis venue. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire, mais j'étais avec des amis, donc j'étais contente. Et waouh, je me suis dit, ah waouh, ah d'accord, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, on peut entrer tellement plus profondément que ce qu'on croit. C'est vraiment impressionnant à vivre, c'est impressionnant. Après, quand on a ce goût-là, quand on a contacter cette lumière-là, et je pense que la soif que tu as pu ressentir après avoir contacté cette lumière, tu la connais, tu vois de quoi je parle, c'est une soif particulière d'avoir ce souhait-là de réinviter plus grand que soi en soi. Et cet état d'être qui permet de ne plus être dans la lutte, dans la colère ou dans les reproches, qui permet de ralentir pour mieux voir, pour mieux être et bonifier notre personnalité, notre regard sur le monde. C'est tout ça, cette grande invitation que le monde de l'esprit nous propose. Et quoi de meilleur pour lâcher la lutte que d'être empli de cette énergie-là et d'apprendre à la diffuser. Donc c'est cette invitation-là qui nous est faite de nous relier mieux encore sans intermédiaire. Et c'est en cela que c'est intéressant, quand on active notre capacité à nous relier au monde de l'esprit, on n'a plus besoin d'un médium à l'extérieur, d'un prêtre qui va nous relier à une force extérieure, qui va relayer des prières ou autres. Il y a dans notre cœur l'aptitude à appeler plus grand que soi en soi et à recevoir jour après jour ces enseignements. Et c'est ça qu'on transmet
c'est la liberté, en fait, de savoir accueillir en soi cet amour enseignant. Pas plus que ça. Alors, du coup, dans Devenez, c'est tout un programme, dans Devenez médium, il y a plein d'étapes, il y a plein de questions qui se posent, il y a plein de façons. Donc, quand même, si on reprend un peu un des premiers exercices, c'est l'enracinement. L'enracinement, tu expliques que c'est s'enraciner profondément dans la terre. Est-ce que c'est une manière de faire de la place un petit peu déjà à l'intérieur ou c'est deux choses, vous parlez de deux choses différentes? C'est une méthodologie. Après, c'est vrai que les êtres humains ont besoin de compréhension, peut-être parfois de méthodologie pour arriver à cet ultime moment d'embrasser avec amour l'univers, la relation, l'autre, etc. C'est un cheminement. Alors, la proposition est peut-être de commencer par des choses simples qu'on retrouve dans tellement de méthodes, en plus de sophrologie, de relaxation. Moi, c'est vraiment mes bases fondamentales de travail, celle-ci. Hein. Donc, en fait, le médium, c'est un trait d'union entre la terre et le ciel, on peut redire ça comme ça? Moi, j'aime bien cette et vision-là, et plus il descend... Voilà, c'est ça, c'est un peu la question, on s'enracine dans la terre pour après se connecter dans cette verticalité? Oui, on peut le voir comme ça, c'est vrai, je le vois comme un espace qui s'ouvre pour laisser venir plus grand que soi en soi, comme une maison, comme une demeure, donc qui est forcément bien enracinée pour qu'elle soit solidement installée, donc une demeure qui ouvrirait simplement ses fenêtres pour que l'air entre naturellement. C'est comme une invitation en étant vraiment présent dans l'instant pour que plus grand que soi entre et s'exprime à travers soi. Alors là, attention, danger, on ouvre les fenêtres, mais qui va entrer par la fenêtre ou par la cheminée? Alors du coup, toi tu nous parles, Frédéric, de créer une bulle de protection. Un peu une bulle qui permettrait de trier qu'est-ce qui va arriver. C'est toute une question, cette histoire de protection, parce qu'on se dit... C'est une question que je me pose toujours. Hein. Cela dit, elle est en éternel recommencement, cette question. Je pense que quand on est dans l'apprentissage de cette expérience, le préambule, à mon sens, c'est d'avertir que les portes, elles ouvrent sur des dimensions qui sont aussi lumineuses qu'obscures. Parce que moi, je ne fermerai pas les yeux sur cette réalité. J'en ai vécu, j'en ai vu, j'en vois encore, que tout est loin d'être facile, simple et rose, en quelque sorte. C'est sûr qu'on lit des témoignages de temps en temps. Moi, je discutais avec une médium qui me disait « je me fais griffer la nuit », des choses comme ça. Donc, il y a des peurs d'être peut-être alors, si on laisse la place à quelqu'un d'autre, d'être incorporé par une entité néfaste. Il y a tout. Alors, d'un autre côté, si on se sent en danger, peut-être qu'à ce moment-là, notre intention n'est pas pure. Si on a peur de l'obscurité, est-ce qu'on n'appelle pas l'obscurité? Je vais te donner un exemple très simple alors, que je décris dans Déclaration. Alors, dans ton livre, on a l'impression que, ouloulou, petite déclaration d'amour à l'invisible. Est-ce que c'est petite déclaration d'amour ou c'est attention, warning, danger? Moi, j'ai lu ça avant de m'endormir, j'ai eu super peur. C'est tout juste si j'ai pas fait des cauchemars. C'est une vraie déclaration d'amour à ces univers, à ces mondes, puisqu'il y a aussi, bien sûr, le merveilleux et le grand. Et en même temps, oui, moi j'y ai livré des expériences vécues et encore assez récemment. Mais tu vois, je vais te donner un exemple très simple. J'ai vécu un cas de possession, alors pas moi, mais une personne proche a vécu cela. Pourquoi je n'ai pas été abîmé, agressé, attaqué, alors même que j'essayais de faire quelque chose pour l'en défaire et il a fallu aller beaucoup plus loin? Eh bien, c'est que je n'avais pas peur du tout. Quand je parle de protection, ça c'est vraiment important à comprendre. L'idée de mettre une protection, c'est pas pour empêcher quelque chose d'arriver, parce que je n'aimais dans ces conditions qu'une vibration d'inquiétude, d'angoisse, de peur, et c'est le meilleur moyen, en effet, de faire venir quelque chose. Et à ce moment-là où cette possession était en présence, on était vraiment face à un truc pas cool du tout. Hein. Moi, j'étais hyper serein, j'étais dans l'amour, dans la lumière, dans le cœur, et à aucun moment j'ai été embêté par ça. Et puis j'ai fait aussi vœu d'humilité à un moment donné, en prenant conscience que je n'étais pas du tout la bonne personne pour faire quoi que ce soit vis-à-vis de ça. Donc ces écritures, nommer ça, c'est pas du tout pour effrayer, c'est simplement pour nommer le fait que c'est une réalité. Et qu'en même temps, si on est dans cette présence tranquille, dans ce silence intérieur, dans cet amour, dans cette présence vraiment forte, moi il ne m'est pas arrivé grand-chose de terrible finalement.
Alors Isabelle, tu n'as pas cette vision-là, j'ai l'impression, de devoir se protéger si tu penses que ton cœur est dans l'amour déjà. Bah, disons que dans mon expérience, après c'est ça seulement, hein, dans mon expérience, je n'ai jamais rencontré une situation qui me permettait de ressentir une quelconque peur quand on entre en contact avec une force d'amour enseignant. À quel moment on peut avoir peur? Donc on ouvre sa maison, mais on dit je ne reçois que l'amour enseignant. Et du coup, c'est une moustiquaire sur les fenêtres. Quoi. Le reste ne peut pas rentrer. On invite l'amour enseignant. Quelle peur à entretenir. Donc on s'ouvre, mais on lance des invitations quand même précises. L'amour enseignant et pas autre chose. En fait, dans ce que je peux observer, beaucoup de gens entretiennent énormément de peurs, mais je pense qu'ils y tiennent. Et si on veut passer sa vie à entretenir nos peurs et à s'y agripper pour dire qu'on a une bonne raison d'avoir quelque part quelque chose à dire, quelque chose à expérimenter, on peut ou se dire et pourquoi pas. Et pourquoi pas faire vraiment confiance et inviter vraiment l'amour en soi. C'est aimer l'expérience au-delà d'un hypothétique danger. Quoi qu'on vive, il y a un enseignement derrière. Quelque chose nous est offert à cet endroit-là. Si notre cœur a vraiment envie de s'ouvrir, de mûrir, de grandir, l'expérience n'est plus un ennemi. Elle est l'enseignante. Donc, aligner notre être à l'enseignement qui est en train de se vivre, c'est là que la peur disparaît à cet endroit-là, en fait, quand on accepte de vivre ce qui se passe et d'y amener notre amour, quoi qu'il se passe. Alors moi, j'aimerais bien justement qu'on parle un peu de psychanalyse et de monde de l'invisible, parce que j'ai vraiment l'impression que dans le monde de l'invisible, il y a des projections justement totales des êtres humains, et notamment même par rapport à cette notion d'amour. En fait, en tant qu'être humain, ou en tant que bébé dépendant de ses parents, on a besoin de cet amour, on a besoin de se sentir protégé par quelque chose de plus grand. Et dans la quête spirituelle, on passe son temps à vouloir justement être connecté à cet amour et protégé avec quelque chose de plus grand. Alors, est-ce que ce n'est pas juste une demande névrotique? Alors, Madame la psychanalyste. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est de plus grand, comme si c'était à l'extérieur de nous. Et si c'était en nous que cela se passait, si le plus grand était en nous, et que le plus grand, c'est l'amour de la situation, si c'était cela qui était à appeler, il n'y a plus de danger au dehors. Plus on aime l'expérience, les événements, les situations, plus on voit à quel point elles viennent nous transformer et nous aider à mûrir. Il n'y a plus de danger quand on sait lire dans la situation l'enseignement qui nous est offert. Donc c'est inviter cette conscience aimante en soi pour qu'il devienne notre support et notre enseignant. Donc il n'y a pas une protection d'extérieur. On n'est plus un petit nourrisson qui cherche l'amour de ses parents en voulant quelque chose de plus grand. On invite le plus grand directement en soi. On pourrait même dire on apprend à identifier notre conscience à cet amour en chacun. Donc en fait, au lieu d'attendre de l'amour comme un petit nourrisson de ses parents, on est en capacité de donner de l'amour. Voilà. Donc du coup, est-ce que c'est pas ça finalement? Être cet amour. Wow. C'est-à-dire, non mais vraiment dans le sens où ce que l'on veut la plupart du temps quand on écoute, les gens veulent recevoir. Hein. Ils veulent recevoir, ils veulent être rassurés, ils veulent être protégés, ils veulent recevoir quoi. Forcément, on est fragile dans ces cas-là. Ils veulent de l'attention. On est démunis, moi, je parle de moi. On veut se protéger. On veut de l'attention, de la reconnaissance. On est prêt à souffrir. C'est terrible. Plus on attend, plus on est prêt à souffrir. C'est vrai, on s'est préparé pour souffrir. Si par contre, on saisit que la joie naît du don, que la joie, elle naît du mouvement vers la vie, vers l'autre. On ne cherche plus à la recevoir, on cherche à se relier à elle pour la diffuser. Et là, la joie naît. Mais c'est une autre joie. Ce n'est pas une joie conditionnée à si je suis en joie, si je n'ai pas, je souffre. C'est je peux me relier à cette joie pour toujours dégager l'enseignement de la situation. Quoi qu'il arrive, ce qui se passe est juste. Et ça, on ne peut le sentir vraiment que si on est dans cet endroit de conscience, c'est-à-dire sans peur, mais avec un vrai accueil de ce qui se passe. Ça me rappelle alors... Ça me rappelle le travail de Cathy Byron qui écrit ce livre « Aimer ce qui est ». Donc en fait, tu pars de ce point de vue-là, c'est-à-dire que déjà, il faut aimer ce qui est pour... et du coup, voir dans toutes les situations des apprentissages et des choses intéressantes. Mais on n'est pas du tout comme ça. On est « Ah, il m'arrive ça, c'est une véritable plaie, encore une épreuve, j'en peux plus, je suis fatiguée, mais pourquoi machin, il m'arrive... » On est dans une espèce de récrimination permanente, de plainte ou de colère ou de frustration par rapport aux événements de la vie. On n'est pas là, ouais, tout ce qui m'arrive, c'est cool. C'est ça.
Parce qu'on ne prend pas suffisamment ce temps pour contempler la beauté de notre vie, c'est-à-dire du chemin que notre âme emprunte pour développer une conscience différente. C'est-à-dire elle a besoin de ce chemin, de cet humain, de cette personnalité pour expérimenter une conscience. Plus on élève notre conscience et plus on contemple ce qu'elle apprend, plus la joie revient naturellement. C'est la joie de la contemplation que ça. Je t'invite vraiment à relire Petite Déclaration avec cette vision-là. D'accord. Pour apaiser ce seuil d'angoisse à la lecture. Ah, je sais plus parce que tu racontes beaucoup d'histoires, mais il y en a une. Ah oui, c'est ça, c'est quand il y a des tunnels sous la maison, t'entends des trucs qui grincent. Ben oui, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Ça peut arriver, c'est pas grave. Dans le sens qu'il y ait des personnes dans le monde de l'esprit ou que ce soit des forces aussi alimentées par le tumulte des personnes, parce qu'il faut voir aussi que ce n'est pas forcément des présences, c'est-à-dire des défunts qui ne seraient pas montés. Ça peut aussi être, lié à la personne qui est tout le temps en colère, qui nourrit une haine, par exemple, contre son ex-mari qui est mort, ou contre son père, ou contre sa mère, et qui a généré ce qu'on appelle les formes pensées, qui vont être des formes pensées perturbatrices liées à eux-mêmes. Donc, bah oui, ça existe bien sûr, parce qu'on crée notre propre enfer, on crée notre propre cauchemar, mais ça vient de nous, en fait. Ce n'est pas forcément extérieur à nous, hein, c'est aussi lié à nous. Donc, si on a nourri tous les jours une haine farouche contre un oncle, un père, oui, c'est sûr, on va pouvoir se sentir plus perturbé par des présences qu'on a créées. Oui, alors moi j'avais lu effectivement un livre sur les expériences paranormales. Et effectivement, il y avait un couple qui se disputait. Et à ce moment-là, leurs assiettes de mariage, de cadeaux de mariage, qui étaient en porcelaine, se tordaient. Alors physiquement, la porcelaine ne peut pas se tordre. Donc il y avait un scientifique qui était venu observer que la porcelaine se tordait. Il avait prélevé une assiette du service de famille. Il l'avait ramenée dans son laboratoire comme vraiment des phénomènes curieux. Et puis un jour, il a vu l'assiette redevenir plate. Alors il a rappelé le couple. Il a dit ça va beaucoup mieux avec mon mari, il n'y a plus de problème, mais les assiettes sont redevenues plates. Donc c'est ça dont tu parles, c'est-à-dire que notre esprit, notre force, nos émotions peuvent déclencher quelque chose même dans la matière autour de nous. C'est facile à comprendre quand quelqu'un arrive, quelqu'un qui va bien ou quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui a froid même ou quelqu'un qui a chaud. Quand on est habitué à une pièce, mon cabinet étant une pièce où je suis habituée à recevoir les gens, je vois immédiatement ce qui émane de quelqu'un. Quand la personne s'installe, elle peut refroidir, réchauffer la pièce, elle peut apporter une sorte de tension autour d'elle ou rapidement sentir sa tension diminuer par ce qui va être apporté par le travail. Et donc, en fait, ce qui émane de nous est visible. Oui. Donc, et éventuellement, laisser des choses dans le cabinet, enfin des choses justement immatérielles, des forces, des énergies, des formes pensées, en fait. Je n'ai pas vraiment saisi ce que tu voulais dire. On parlait de ces formes pensées qui émanaient de la personne. Oui. Donc, la personne arrive dans le cabinet, s'en va, et le cabinet est chargé encore de cette atmosphère. Comme, en fait, quand on cherche à apporter un enseignement aimant, on a l'effet de l'encens dans une pièce. Donc, on amène une purification qui permet pas de recharger d'autres choses encore, mais plutôt de libérer, de faire place nette. C'est plus comme ça que je le perçois. Donc, toi, tu as un encens à toi. Toute personne, pas moi. Toute personne. Je vois la fumée qui s'échappe, la bonne odeur. Qui souhaite, au fond, sincèrement apporter le meilleur de soi et pas ponctuellement, mais vraiment dans l'instant, dans toutes les situations. Et c'est là où on est attendu, c'est là où c'est beaucoup plus difficile. C'est pas ponctuellement dans un cabinet, ponctuellement dans telle circonstance. C'est à chaque instant, ce qui se passe est juste. Ça veut dire s'il y a une tension à côté de soi, s'il y a une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Cette situation est juste et qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? C'est ça qui change complètement notre regard sur le monde. C'est de pouvoir accueillir les situations non comme des problèmes, quelque chose à raconter à un tel ou un tel, mais plutôt comme cet enseignement me concerne. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça montre de moi? Qu'est-ce que je peux percevoir que je ne voyais pas cela et que je peux voir de moi maintenant? Donc la vie devient passionnante alors. C'est ça. La vie devient passionnante puisqu'à chaque moment... Mais alors du coup, ça présuppose qu'on est sur Terre pour apprendre. Bah oui, d'accord. Ah bah oui, oh bah bien sûr. Donc, non, mais oui. Alors justement, parlons un petit peu de cette cosmogonie. Donc l'âme est là sur cette terre pour apprendre, et donc du coup pour faire des expériences dans lesquelles elle doit apprendre des choses. Puis après on meurt, et donc après quoi, on remonte. Alors après l'humain, le corps physique meurt. Le corps physique meurt, ok. C'est important les parce cuisses. Que l'humain en lui-même, c'est-à-dire lui reste sur le plan terrestre parce qu'il appartient à la terre, mais nous ne sommes pas des humains. D'accord. Alors du coup, une part de nous immortelle
s'élève avec toutes les connaissances et les apprentissages qu'on a fait ou pas? C'est ça. Ah, quand même, on ramène quelque chose à la maison alors. Oui, mais on revient à nouveau sur Terre sans. Alors, on revient de nouveau sur Pas Terre sans. réellement, non. Ah, bah voilà, donc alors. On garde dans le corps causal, dans la mémoire, et dans l'atome germe. C'est-à-dire, c'est Daniel Meroy qui l'enseigne très bien. Ce sont des enseignements qu'il a reçus par le monde de l'esprit. Et dans le cœur se trouve l'atome germe dans lequel se trouvent toutes nos mémoires. L'histoire de... Oui. C'est aussi pour ça que cet endroit-là est si particulier quand on rencontre quelqu'un et que ça résonne fort en soi. Il y a une raison à ça. Hein. C'est un endroit où ça parle en nous parce que notre mémoire se trouve là. Donc, libérer l'idée qu'il faille constamment, quelque part, stimuler la tête pour connecter à quelque chose, c'est pas par là que ça se passe. C'est vraiment inviter au-dedans de soi. Alors, on remonte avec nos accomplissements de notre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On les apporte à quelqu'un. Regarde combien tu mets, est-ce que j'ai une bonne note? Comment ça se passe? Dans ce qui nous est enseigné, chacun va recevoir les enseignements en fonction aussi quelque part de ce dont il a besoin. Dans ce que moi j'ai pu recevoir comme enseignement, certains m'ont été transmis directement par le monde de l'esprit. D'autres sont reçus aussi par les transmissions de Daniel Meroy et Marie-Joanne Meroy. Dans ce que je peux percevoir aujourd'hui, quand une âme quitte un corps, elle a en elle un niveau de conscience cardiaque qui n'est pas mental, qui est cardiaque, c'est-à-dire sa capacité à aimer, va l'amener à là où elle en est, en accord avec ceux qui ont la même capacité à aimer, c'est-à-dire comme de l'eau qui s'évapore va rejoindre naturellement sa chaleur et sa densité, sa chaleur. Donc on s'évapore à l'endroit où on est, là où on en est arrivé. On ne passe pas du tout au tout, on ne devient pas un ange parce qu'on est dans le monde de l'esprit. Si on était en colère, quand on quitte notre corps physique qui est un corps de chair, on est en colère. À un moment où la colère qu'on avait là, elle s'en va parce qu'on ne serait plus avec lui. Est-ce que le moment de la mort est un moment très important? Oui, très important. Même autant que tout ce qu'on a fait toute la vie. C'est parce que c'est dans l'instant de la mort qu'on s'évapore alors. Et du coup, si on est en colère, je suis en train de crier sur mon chien qui a fait n'importe quoi dans la cuisine, et là, hop, je meurs d'une crise cardiaque, et là, je pars en colère. C'est ça. Alors qu'en fait, je n'avais jamais été en colère avant qu'il fasse sa bêtise. Ça tiendra sûrement moins longtemps du coup. Mais quelqu'un qui a entretenu toute sa vie ses colères va rejoindre un espace où il sera encore bien en colère tout le temps dont il en aura besoin. C'est-à-dire, c'est à soi de quelque part d'inviter la paix en nous si on veut élever notre être. Et rien n'est fait à notre place, on peut demander de l'aide, mais ça ne sera pas fait à notre place. Nous avons à nous apaiser pour inviter plus grand en soi. Le chemin que nous faisons sur Terre nous aide à progresser en conscience accélérée sur certains apprentissages qu'on ne peut pas faire aussi facilement quand on est dans le monde de l'esprit, parce qu'on n'est pas confronté aux mêmes difficultés. Ici, on est plus soumis à certaines contraintes et difficultés qui nous permettent de faire naître des ressources plus grandes auxquelles on n'aurait pas eu accès si on n'avait pas été obligé de creuser plus profondément. D'où l'importance des difficultés. Tu veux dire avec intelligence. Voilà, parce qu'il y en a qui souffrent, mais qui souffrent et qui développent la haine. Et en cela, ça ne va pas apporter la même libération que s'ils acceptent les souffrances inhérentes à la difficulté sur Terre, mais qui subliment ces souffrances-là en conscience aimante. En voyant plus ce que ça a permis à notre être de cultiver, au lieu de voir seulement la blessure qui a été générée. Beaucoup s'attardent trop sur les blessures, parce qu'on a un truc à dire. Ah, je vais appeler un tel, j'ai un truc à dire, ça va pas. Comme si c'était ça qu'on avait à offrir au monde, quoi. Ça va pas, j'ai un truc à dire, c'est passé ci, c'est passé ça. Prendre mieux conscience de comment on s'attarde sur la souffrance, au lieu de s'attarder sur ce que ça a révélé de nous et les ressources qui ont été du coup sollicitées en nous grâce à la situation. Et c'est là que notre regard change. Et c'est là que la colère, qui est normale jusqu'à un certain endroit de conscience, peut commencer à s'adoucir jusqu'à devenir un sourire. Alors c'est un joli programme. Et donc dans ce cheminement, pour devenir médium, donc on a vu se connecter à la Terre, éventuellement donc poser
des protections, poser sans doute une intention. Et puis, il y a se connecter à ses guides. Parce qu'en fait, finalement, cette connexion qu'on va avoir, ces informations qu'on va recevoir, est-ce qu'elles passent par les guides? Comment ça se passe, en fait? Mais il y a des intermédiaires, en fait. Même si Isabelle l'a joliment dit, connecter sa part de divin à l'intérieur de soi est certainement une des plus belles méthodes pour se brancher à la source. Et c'est vraiment de se laisser glisser par ce courant d'informations qui vient de la source. Mais effectivement, c'est de l'intelligence, de notre capacité à aller chercher, à interpréter les messages du cœur. Alors pour cela, la source divine, c'est quand même haut, c'est quand même fort, ça vibre très haut. Et donc il y a une équipe, moi je l'appelle ma team souvent, une team qui est à disposition pour permettre à l'information de redescendre sur quelque chose qui soit audible par moi. Je vibre sur une vibration, même si la vibration de la Terre est en train d'exploser, c'est une réalité, ce qui rend certainement plus accessible encore ces informations aujourd'hui. Mais on a quand même besoin d'intermédiaires. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas parlé de religion du tout, et je ne le ferai pas, mais toutes ces notions de guide sont indiquées très clairement dans l'ensemble des religions. On les appelle anges, archanges. Alors c'est vrai que nous, on en fait peut-être une représentation particulière par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation. Ce sont des archétypes, hein, les guides. Hein. Donc toi, tu donnes quand même toute la méthode pour pouvoir se connecter. Ah et oui, justement, alors, parce qu'on est quand même dans les virtuoses de l'hypnose et pas tout à fait encore dans les virtuoses de la médiumnité. Je vais faire un deuxième bloc d'émission. Mais en tout cas, dans cette communication avec son guide, d'ailleurs, tu as les compliments de Jean-Jacques Charbonnier, puisqu'il a écrit ta préface et il dit, justement, j'ai beaucoup utilisé ce protocole pour me connecter avec mon guide. Et donc, tu proposes donc un état de transe, et puis tu vas proposer un voyage qui va permettre de se connecter avec son guide. Donc, tu vas prendre tu as la respiration, voilà, on gonfle comme un ballon, on se dégonfle, le corps se relâche complètement, on est calme et détendu, et puis on va imaginer donc une belle métaphore, que notre esprit est un immeuble de 10 étages, et on va prendre l'ascenseur pour descendre. Approfondissement de transe, l'idée étant voilà. de s'échapper de son mental, c'est ce que tu disais. Hein. Donc on est dans une relaxation absolue et complète, on continue à respirer, cet air nettoie les poumons et procure une sensation de bien-être, puis après on va marcher au milieu des nuages. Ah, des trucs à faire, donc tu nous emmènes en voyage totalement, puis après on va trouver un passage pour accéder à ce qui va être merveilleux pour nous, et puis on va rencontrer ce second nous, ce second vous. Dans ce que tu as lu, l'idée c'est de saturer le mental, on fait de l'hypnose comme on sait le faire, hein. C'est vraiment d'être dans cette capacité à être dans une sorte, comment je pourrais dire, d'extraction de soi, d'être dans l'hyperconscience d'autre chose que de sa propre conscience à soi. Jean-Jacques Charbonnier parle vraiment de conscience analytique à endormir un peu pour faire place à une conscience extraneuronale. Je suis assez en accord avec ça. Même si je trouve difficile de couper complètement le mental. Et après, tu nous proposes de prendre le canal du temps pour voyager à l'intérieur du temps. Et enfin, on arrive devant une porte où il y a notre nom. Et il va y avoir notre paysage lumineux. Et attention, voilà, nous allons rencontrer notre guide. Donc là, on est vraiment dans de l'hypnose. Spirituel, hypnose, ouais. Ouais, on est dans de l'hypnose, dans un voyage, dans un parcours, dans des métaphores, pour accéder à cette rencontre, pour accéder à des informations. En tout cas, laisser le champ des possibles s'activer. Moi, je ne sais pas qui y a derrière cette porte. Mais l'idée étant de créer une transe suffisante pour rendre l'expérience possible. D'autres vont profiter de l'expérience pour vivre toute autre chose, mais exactement comme les expansions de conscience qu'on peut vivre en rebirthing ou en voyage holotropique, qui sont vraiment très très proches de ma vision de la thérapie. Mais là, c'était vraiment l'idée, donc grâce à l'hypnose, de pouvoir arriver vers la médiumnité. Et tu proposes aussi, bien sûr, j'imagine, des guidances, en fait, pour arriver progressivement à cet état de réception ou d'ouverture. Et justement, si tu veux bien, puisque ça va être le moment d'hypnose, nous guider. Donc, je ne sais pas exactement
Peut-être, on avait dit peut-être que c'était possible plutôt toi, de manière à ce que ce soit plus individuel et qu'on puisse entrer plus en profondeur. C'était OK pour Ok, c'est OK. Voilà, Donc c'est parti pour le moment d'hypnose. Est-ce que tu es bien installée? Oui, super. Ou est-ce que tu veux mettre un coussin dans le dos de manière à te relâcher peut-être un peu plus si c'est OK pour toi? Hop. Parfait. Voilà. On va se relier tous les trois de manière à ce qu'on soit bien ensemble. Et je t'invite simplement à fermer les yeux. On va prendre les trois ensemble, trois grandes, profondes respirations. Paisible, servant la Sainte-Terre, juste prendre plaisir à être là. Et invitant la conscience à se loger dans le centre de ta poitrine, comme être plus vivant à cet endroit-là de toi, plus aimant. Et invitant dans le meilleur de toi-même, comme un soleil à se lever en toi. Soleil qui réchauffe, qui apaise ton intériorité. Mesure qu'il grandit à l'intérieur de toi, au rythme de ta respiration, sans rien forcer. J'entends sa chaleur, sa douceur, qui dilate progressivement. Doucement, paisiblement, dans les rayons du soleil se diffuser progressivement les rangs, réchauffant, apaisant l'espace interne à mesure que le soleil éclaire dans l'intériorité. Entends sensation de bien-être à mesure que le soleil se lève en toi. Prenant plaisir à progressivement l'inviter à l'intérieur de chacune de tes cellules. Diffusant progressivement la lumière à l'intérieur de la pièce, augmentant le sentiment de bien-être à mesure que la lumière et la pièce. Plus la lumière se diffuse, plus son flot augmente. Et ressentant comme naturellement, la lumière va rejoindre toute vie sur Terre, baignant progressivement la Terre dans la lumière de ton soleil interne et installant la paix, la clarté
Prenant quelques instants pour simplement diffuser ta lumière à toute vie sur Terre. Et on va inviter la présence enseignante qui veille sur toi à venir t'enseigner à présent, l'invitant à s'approcher de nous pour t'enseigner ce qui serait juste pour toi aujourd'hui, pour bien évoluer dans ta vie présente, en juste un temps pour accueillir, ressentir la présence et remercier demain. Et on va demander quel conseil il serait bon de recevoir aujourd'hui pour toi, pour bien évoluer dans ta vie présente. Et je t'invite à nous partager ce que tu reçois, comme tu le reçois. Alors, j'ai l'impression d'être dans ma chambre d'enfant quand je suis vraiment petite. Et ça me dit, accepte la présence de ton petit frère. Il est là et toi aussi tu es là et vous êtes tous les deux là. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de un mieux que l'autre, un plus grand, un plus petit. Juste deux êtres humains. Comment c'est en toi d'accueillir ça? Ouais, je suis très touchée. Pour accueillir et qu'il t'enseigne comment J'ai l'impression que mon cœur s'agrandit. En fait. Ah, un temps pour le C'est un nouveau chemin. C'est pas le premier chemin que j'ai pris. Ressens ça et qui te montre, qui t'enseigne, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie que d'emprunter ce chemin-là. C'est comme si, comme je perçois, comme si une partie de mon cœur avait été carrément nécrosée, brûlée en fait, par la présence de ce petit frère. Et là, du coup, il va y avoir une opération. Alors, je ne sais pas si c'est le brûlé qui va s'effriter, puis partir, et puis se régénérer. En fait. Mais le brûlé ne peut pas se régénérer, donc ça tombe et puis ça repousse. Donc un cœur plus grand qui permet de plus aimer et de plus recevoir de l'amour. Les deux, en fait. Qui t'enseigne à ce propos? Est-ce que ça va changer quelque chose dans les autres liens, dans ta vie? Partout. Parle-moi davantage de ça, qui nous enseigne. Qu'est-ce que ça va changer? Alors là, je me déplace dans mon enfance. Je suis dans un autre endroit, peut-être plus tard, dans mon enfance, où j'ai l'impression que qu'on m'a expliqué que les autres étaient des ennemis, en fait, qu'il fallait lutter.
alors que les autres ne sont pas des ennemis, les autres sont comme moi. Que ça change en toi, de ressentir que les autres sont comme toi. Et du coup, il n'y a pas de complexe à avoir. Il y a quelqu'un qui est mieux, pas mieux, plus fort, plus intelligent, plus truc. Enfin, il n'y a pas de comparaison en fait à avoir. Tant juste pour le vivre, ressentir profondément. Permettant à chacune de tes cellules de s'imprégner de cette juste posture qui te permet de ressentir vraiment. C'est comme s'il y a quand même une bataille en fait entre peut-être cette nouvelle donnée qui est très fraîche et puis comme si à la fois je le savais à l'intérieur de moi, mais que j'avais perdu confiance en ça. Voilà. Il m'est arrivé des événements qui fait que j'avais perdu dans cette confiance d'amour en fait. Et peut-être si c'est approprié à propos d'un des événements que tu as vécu, qu'il t'enseigne ce que ça t'enseignait cet événement-là, qu'il te montre quel était l'enseignement. Que chacun construit sa vie comme il veut en fait. Donc si quelqu'un ne veut pas être dans cette pensée, mais tout à fait dans une autre pensée, c'est son libre droit, mais je ne suis pas obligée de prendre en fait. Est-ce que ça change en toi? Tu ressens vraiment ça? C'est-à-dire que je peux accueillir des choses et je peux en refuser d'autres. Dans cette jolie posture. En même temps pour t'en imprégner et t'autoriser à chaque fois que tu en auras besoin, voilà, peut-être en reprenant une grande et profonde respiration comme tu le fais, réinviter cette juste posture pour accueillir différemment. Alors demander est-ce qu'elles ont d'autres choses à t'enseigner ou est-ce que c'est ok? Ça m'apprend aussi des choses par rapport à mes propres enfants en fait. Un temps pour accueillir, c'est ok pour toi. Donc il n'y a rien de plus beau que d'offrir à quelqu'un de la considération. Commencer à percevoir ça. C'est comme la lumière au bout du tunnel, il faut y aller quand même. Ça te montre ça ne se fait pas comme ça, un claquement de doigts, mais il y a peut-être quelque chose qui va se déposer, comme une sensation physique, comme quelque chose qui va m'aider pour me mettre dans cette posture, pour faire ça. Qui te montre concrètement quelle posture à adopter? Dis-moi ce que justement, une très droite, et de laisser circuler comme une colonne d'air ici. Là. pour le vivre. Et dans cette colonne d'air, du coup, ça enlève la peur, l'inquiétude, toutes sortes de peurs et d'inquiétudes. En fait. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à enlever, donc ça nettoie là. Qui te montre qu'est-ce que ça va changer dans ton lien avec les enfants et d'être ainsi. Je le garde pour moi. Oui. On va les remercier. Merci du fond du cœur pour tous les enseignements. Merci. D'aujourd'hui, certaines choses vont être différentes dans ta vie. Grâce à cette expérience, tu as pu sentir l'importance
accueillir chaque être comme étant comme toi, indifférent qu'une, respectant la liberté de chaque être et offrant aussi aux personnes qui t'entourent chance de sentir ta considération. Et à chaque fois que tu auras besoin de réinviter cette juste posture, cette colonne d'air qui ont su te montrer, tu pourras repenser à ce moment partagé aujourd'hui, et aussi en reprenant une grande et profonde respiration. Pour réinstaller cet état d'être qui permet d'offrir le meilleur de qui tu es, simplement. Et revenant paisiblement, tout doucement, à l'intérieur de ton cœur, plus présente, plus consciente, plus reliée à qui tu es vraiment. Et invitant ta conscience à se réinstaller à l'intérieur de ton corps, plongeant à l'intérieur de tes racines qui te relient à la terre. Et invitant l'énergie de la terre à remonter à travers tes racines, tes pieds, tes jambes et tout ton être. Prenant conscience, une grande et profonde respiration. Voilà. Quand tu es prête, tu reviens à ton rythme. Et les amis. Eh bien, quel voyage, quel voyage. Alors en plus, j'ai les mains qui chauffent, hein, Oui, comme si j'avais énormément de magnétisme. Et donc, ça me fait penser qu'un jour, il faudra faire une émission sur l'hypnose et le magnétisme. Parce que finalement, on n'a pas eu le temps de parler de tout, mais il y a aussi une dimension complètement énergétique dans ce qui vient de se passer. Et donc, l'hypnose et le magnétisme, effectivement... avec Mesmer, au départ, le mesmérisme, on mettait les gens en hypnose par des passes magnétiques et énergétiques. Mais tout ça est une autre histoire. Donc, avant de nous quitter, merci encore Isabelle et Deline. Je rappelle que ton cabinet est à La Rochelle, voilà, que tu es débordée parce que tu as beaucoup de demandes. Travailler à distance aussi, ça explique aussi le débordement. Et tu vas bientôt, voilà, et je montre en avant-première la couverture de ce livre, Le potentiel insoupçonné de l'hypnose spirituelle, que tu as coécrit avec Jean-Charles Chabot, que je salue. Et donc, accéder à vos vies antérieures et à vos guides pour évoluer, tout un programme, et ça va bientôt sortir en France, on n'a pas encore la date. Merci, tout à fait. Toi-même, Frédéric, tu as de nombreux livres à ton palmarès. Et donc, de nouveau, je représente Devenez médium, et tu vas bientôt sortir un livre qui va parler de hypnose dans les vies antérieures. C'est ça. Voilà, avec toutes les personnes que tu as pu faire régresser par le biais de YouTube, puisque tu proposes énormément d'hypnose. On peut te retrouver bien sûr sur YouTube, dans tes masterclass et partout. Et merci pour ce moment de grâce. Alors, est-ce que tu as pleuré aussi? Parce que moi, j'ai des larmes. Quand tu dis c'est purement énergétique, c'est sûr que c'était beau à la fois d'être avec vous, soutenant quelque part aussi dans mon énergie, et en même temps d'être un peu spectateur aussi de manière goûteuse et de savourer vos visages emplis d'amour, d'humanité. Et l'énergie de la pièce a tellement changé. Ah oui, alors c'est très impressionnant. Merci. Alors un petit débrief sur l'énergie dans les mains ou... C'est-à-dire t'envoies toi comme ça? Non, nos corps expriment la connexion, ressentent la connexion. Et effectivement, j'ai les mains brûlantes aussi, mais c'est des manifestations du corps. Chaque énergie, chaque moment crée une manifestation. Après, c'est pas toujours la même chose qu'on ressent. Et là, je peux faire cuire un œuf au plat, là. Oui, pas de problème. C'est vrai que je dois reconnaître qu'au niveau des mains, ça a activé. Oui. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu. On a quitté les rives de l'hypnose thérapeutique pour aller dans un autre espace. Mais c'est vrai que l'hypnose a toujours été liée quelque part à la médiumnité, et c'est pour ça que d'ailleurs l'hypnose fait peur aussi, elle intrigue beaucoup parce qu'elle a un côté un peu folklorique, voilà, pour certaines personnes. Eh bien je vous remercie et à très bientôt dans les virtuoses de l'hypnose. Et d'ailleurs, attendez, juste avant de lancer de l'année générique, j'avais un petit cadeau pour vous parce que en fait j'ai écrit un roman sur une médium. Donc c'est l'histoire d'une médium qui au départ est conseillère bancaire, donc spéciale dédicace pour toi Frédéric, et depuis que voilà, donc en fait elle lutte contre sa médiumnité pendant les 25 premières années de sa vie, et puis à l'occasion d'un drame,
eh ben, elle va au contraire se connecter. C'est un roman d'amour, voilà. Ça s'appelle Le Bureau des âmes et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Merci beaucoup. Tu ne nous as pas tout dit. Hein. Non, je ne vous ai pas tout dit, ce sera pour une autre fois. Super. Et cette fois, c'est terminé. Merci à vous.